Bonsoir, bienvenue dans votre émission Santé. Alors, on est ravis de vous retrouver ici au salon. Aujourd'hui, on va parler, si je vous dis, on dit souvent que c'est votre deuxième cerveau, vous pensez à quoi? Eh bien, c'est votre intestin. Il nous paraissait effectivement important de faire une émission sur ce sujet qui intéresse beaucoup de monde. Alors, on a des spécialistes en plateau pour en parler aujourd'hui avec le docteur Albert Bourgeois. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes gastro-entérologue et le docteur Frédéric Pierrard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien général et vous faites de la chirurgie générale et digestive. Tout à fait. Et puis pour m'accompagner également en plateau, Eva. Bonsoir Eva. Bonsoir à tous. Et moi aujourd'hui, je vais pouvoir relayer tous les commentaires que vous pourrez nous poser sur la page de Facebook de Bouquet et également de la Clinique Saint-Luc. Et je vais poser quelques petites questions à nos moteurs de recherche préférés pour voir si les réponses sont justes et pouvoir les relayer à vous pour pouvoir un petit peu comparer si c'est juste ce qu'on retrouve sur Internet et voir un petit peu vos réponses à vous. Voilà, et c'est bien de le rappeler, donc on est en live sur différentes plateformes, donc n'hésitez pas à poser vos questions, plutôt que de faire comme Eva qui les pose elle à un moteur de recherche. Voilà. C'est juste aujourd'hui. Les réponses seront plus correctes à mon avis. Alors, forcément, la première chose en général, c'est resituer un petit peu l'organe dont on va parler. Aujourd'hui, on parle de l'intestin. C'est quoi l'intestin ? Et je pense qu'on a un dessinateur ici sur le plateau, le docteur Bourgeois, qui va nous faire du coup un petit schéma. Voilà, bonsoir à tous. Oui, je crois que pour bien comprendre comment fonctionne l'intestin, il faut d'abord bien comprendre l'anatomie du tube digestif. En fait, le tube digestif, bien sûr, ça commence par la bouche. Vous avez après l'œsophage qui est un tuyau souple qui va permettre aux aliments de descendre dans l'estomac. L'estomac, c'est une sorte de pétrin, comme chez le boulanger, ça va malaxer tout ça. Et après quelques heures, ce que vous avez ingéré va aller dans le petit intestin. Bon, on l'appelle petit, mais en fait, il fait quand même 3-4 mètres de longueur, ce petit intestin. À quoi sert-il? Il sert à résorber les bonnes choses pour le corps humain. C'est quoi les bonnes choses? Ce sont les lipides, les protéines, les glucides, les sucres, les vitamines, et bien d'autres choses. Pour la petite histoire, tout ce que je vous ai dit là va aller via une grosse veine vers le foie. Le foie, c'est l'usine de transformation. Par exemple, vous mangez un bon steak, protéines animales, le foie va casser chimiquement ces protéines, va reconstituer des protéines humaines et va les redistribuer via le sang à tous les organes qui en ont besoin. C'est comme un Lego. On casse des protéines, on en fabrique des autres, on les redistribue. Même chose pour les sucres, même chose pour les lipides. Il y a bien sûr des déchets qui arrivent. Et ces déchets arrivent dans le côlon. Et le côlon, il fait tout le tour du ventre et il va jusqu'à l'anus. Il fait à peu près 1,5 mètre. Alors, c'est quoi les déchets? Ce sont les fibres. Par exemple, une salade. Quand vous mangez une salade, à part avoir été mâchouillée par les dents, elle traverse de part en part les 3-4 mètres dont je vous ai décrit, et il va arriver tel quel au niveau du côlon. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Nous, on ne sait pas sortir des calories d'une salade. Les femmes adorent les salades, elles prennent poids avec cela. Par contre, les microbes du côlon, et il y en a des milliards, ils adorent les salades, et ils adorent les fibres. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Du CO2, de l'hydrogène et de l'acide lactique. Ne nous étonnons pas si, en mangeant beaucoup de salades, on est plus ballonné. C'est votre côlon qui est ballonné. Alors parfois les gens ont mal ici après avoir mangé. On dit « Ouh là là, dans les heures qui suivent, j'ai mal à l'estomac ». C'est pas vrai, c'est le côlon qui subit la fermentation des microbes et on est plus ballonné. Et le côlon, il est muni de muscles ronds, un petit peu comme un lombric, un ver de terre. Ces muscles vont progressivement pousser tout ça vers la sortie. Et donc voilà, le côlon irritable, c'est quand ces muscles fonctionnent un petit peu de trop. Je vais donc vous parler quand même de quelque chose. C'est du cerveau, et on en reviendra après. Il y a le cerveau ici, il y a des nerfs qui descendent, les fameux nerfs vagues, on les appelle les numéros 10. Et ces nerfs vont un peu participer à la motricité de tout ça, à faire fonctionner l'ensemble. Voilà un petit peu comment ça présente le tube digestif. De la bouche à l'anus, ça fait à peu près 8 mètres, c'est déjà pas mal. Effectivement, merci pour ce beau schéma. On y voit tout de suite beaucoup plus clair. Mais justement, Corinne, tu as commencé l'émission en disant que l'intestin était notre deuxième cerveau. Et du coup, moi, j'ai demandé à un moteur de recherche, est-ce que l'intestin est bien notre deuxième cerveau? Il me dit que oui, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'apparemment, il y aurait une présence de neurones dans notre intestin. Oui,
C'est vrai? C'est exact. En fait, je vous ai dessiné le nerf vague, hein, donc il y a extrêmement de nombreuses ramifications. Et de notre temps, enfin j'ai déjà 62 ans, hein, de notre temps, hein, on pensait que les influx nerveux allaient uniquement du cerveau vers le côlon. Et c'est vrai, on a tous connu ça hein, quand on est étudiant. Quand on est stressé, on a de la diarrhée. C'est les nerfs vagues qui fonctionnent de trop, quoi. Hein. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a autant d'influx nerveux qui descendent vers le cerveau que d'influx nerveux qui proviennent des intestins et qui remontent vers le cerveau. Et en fait, les microbes du côlon, eux, fabriquent des métabolites, des postbiotiques, comme on appelle ça. Ce sont des petites molécules qui peuvent remonter, qui peuvent provoquer des influx nerveux qui vont se rediriger vers le cerveau. Et en ce sens, oui, on croyait avant que tout allait du haut vers le bas, mais en fait, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon microbiote, certains microbes donnent des influx nerveux qui sont négatifs sur l'humeur, etc. Les microbes donnent également des toxines qui peuvent aller irriter et qui peuvent enflammer la paroi intestinale. Et après, on en reparlera, provoquer parfois des polypes et des cancers. D'accord. Alors, je vais rebondir hein, donc à la question est-ce que notre intestin est notre deuxième cerveau? Là, on a bien compris qu'il y avait des neurones, hein, dont le moteur de recherche dit correct. Tout à fait. Vous avez parlé du côté émotionnel. Est-ce qu'on peut, quand on dit que l'intestin est notre deuxième cerveau, on ne pense pas qu'à ça. Mais là, clairement, il y a un facteur aussi émotionnel qui va influencer. En fait, ce qu'il y a dans notre intestin va influencer. En retour. L'humeur. Oui. Oui. Absolument. Absolument. Donc, à la question, est-ce que c'est notre deuxième cerveau, vous dites oui ou vous dites non? Ah oui, Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est Ouais. sûr. Oui, oui. Alors, vous savez, il y a des bons microbes et des moins bons microbes. On a fait des études avec des souris qui n'avaient pas de microbes dans leur intestin. Et on a donné des microbes de souris qui étaient un peu déprimées. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que mettre des selles de souris déprimées dans l'intestin de souris qui ne l'étaient pas, qui n'avaient pas de microbes, les rendait tristes aussi. Donc, il y a des choses qu'on ignore encore beaucoup sur le microbiote, mais on sait très bien qu'il y a des échanges qui se font et que tout ça est très interactif. Oui. On peut dire effectivement que les recherches sont encore en cours parce qu'on Absolument. entend même Oui, dernièrement encore beaucoup à apprendre, oui. que c'est notre premier intestin, que c'est notre premier cerveau même. Mais À la bon. base, oui. Oui, Effectivement, hein. oui, si on peut parler comme L'évolution ça. de l'histoire, effectivement, c'était les premiers êtres humains, c'était quoi? C'était un tube digestif très basique. Oui, oui, Oui. tout à fait. Eh bien voilà, donc vous avez déjà répondu à cette question. Je vous propose de venir vous rasseoir, le docteur Bourgeois, pour qu'on puisse regarder le petit micro-trottoir qu'Eva est allée faire, qu'elle a eu beaucoup de mal à faire parce que les gens en général n'ont pas envie de parler de leur transit C'est vrai. intestinal. Désolée, j'avais une petite urgence. Bon, mais je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est grave docteur. Et aujourd'hui, on va parler de la santé de votre intestin. Bon, aujourd'hui, je suis dans le centre de Namur et je vais aller poser une petite question assez indiscrète aux Namurois pour leur demander si leur transit, ça se passe bien. Vous venez avec moi? On y va? C'est parti. Comment ça se passe votre transit intestinal? Très mal. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me le dire ou pas? Non, j'ai des problèmes, c'est tout. Et est-ce que du coup, parce que là en fait c'est des médecins qui vont regarder un peu ça en plateau, est-ce que vous avez une question à poser à nos médecins? Pas spécialement, mais quand je suis stressée ou une histoire comme ça m'influence toujours. Ça va, mais il y a la gastro partout à la maison pour le Ah, moment. du coup, Le mien tient le coup. Le Et mien quoi, tient le coup. en Mon général, transit tient le coup. quand il y a une gastro, ça se propage? En général, ouais. Pour ma part, oui. Sans mentir, hein. Non, ça va, ça va. Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal? Moi aussi. Vous êtes sûr, hein? Ah, oui, oui. Parce que j'ai l'impression que tout le monde me dit oui pour me faire plaisir, mais vous êtes sûr? Ouais, bon, non, je suis vraiment sûr que ça va. Comment ça se passe le transit intestinal quand on est enceinte? Comment ça se passe? Mais ça dépend des jours et des moments. Ça pousse un peu dans tous les sens. Ah ben là, c'est pour demain. Et du coup, ça change quand même vachement? Disons qu'à mon avis, mon estomac, il est ici, tu vois. Donc à un moment donné... Ok, d'accord. Ça va votre transit intestinal ou pas? Ah, j'ai dit que c'était pas sexy, hein. Non, mais ça va. Elle, ça va pas. Ah ben vas-y, raconte. Mais la transfert était constipée, quoi. Ah ben voilà, la constipation. Et c'est pas grave d'être constipé, c'est pas grave. Ça arrive à tous. Mais ça t'arrive souvent? Pardon? Ça a duré combien de temps? Une semaine, je crois. Eh, vous savez quoi? J'ai une question à vous poser. Pour vous, c'est quoi la moyenne normale pour aller aux toilettes? Mais 3 fois par jour? ouais, ouais, 3 fois, ouais. 3 fois par jour? Mais ouais. Eh ben la moyenne, c'est entre 1 fois tous les 3 jours et 3 fois par jour. C'est la moyenne. Donc ça va, vous êtes pas mal. Ah, moi, j'ai une question. Vas-y, tu peux regarder la caméra. Ah, ok. Est-ce qu'on peut mourir si on est trop longtemps constipé?
quand j'étais petit, donc j'avais des problèmes d'acné, que j'ai toujours un petit peu, et on m'a prescrit du Roaccutane. J'en ai pris durant même pas 6 mois, et j'ai vraiment vu la différence en termes de mon transit qui avant était, on va dire, bien, après moins bien. Et je le vis tous les jours. Et donc, est-ce que vous, les docteurs sur le plateau, est-ce que vous avez une solution? Après ce petit tour dans Namur, beaucoup de personnes m'ont répondu qu'ils n'avaient pas de problème de transit, mais je pense qu'ils m'ont menti. Après, peut-être que les gens sont vraiment en bonne santé, et d'ailleurs je l'espère. Mais du coup, on a quand même eu quelques questions à vous poser en plateau, donc je vous laisse y répondre et je vous dis à la prochaine. Ciao! Voilà, alors je vais quand même prévenir aussi qu'en plateau, ce ne sera pas toujours sexy non plus, hein, les questions qu'on va poser, et, forcément. Mais quand on parle de bon transit, Eva le disait dans le micro-trottoir, donc ça se situe entre 3 selles sur une journée ou une selle 3 fois tous les 3 jours. Mais est-ce que la consistance des selles a une importance aussi sur le fait qu'on peut dire que c'est un bon transit ou pas? Oui, hein. À partir du moment où les selles sont moulées, formées, là on peut estimer qu'on a un transit assez correct, donc c'est-à-dire qu'on assimile suffisamment les nutriments. Si les selles sont défaites, flottantes, 3 fois par jour. Hein, oui, 3 fois par jour, ça veut dire qu'il y a peut-être une insuffisance de résorption des graisses ou autre, qui peut être signe d'une autre pathologie interne. Mais sinon, globalement, voilà, il ne faut pas avoir des petites billes non plus, ça c'est une constipation extrême. Donc il y a différentes, il y a je crois 6 catégories de selles différentes. Il y a l'échelle de Bristol, voilà. Avec des dessins de différentes selles. C'est marrant, c'est un peu dommage pour la même Bristol, décrit, quoi, mais, ça va de la selle très liquide. Bon, le gars stressé, il va avoir des selles défaites et il aura toujours ça. Donc voilà, c'est sa nature, c'est comme ça. Et, il y en a d'autres qui vont être chroniquement constipés. Chacun doit trouver un petit peu ce qu'il faut pour avoir un transit le plus régulier possible. Et bien sûr, c'est dans les fruits et les légumes qu'il faut d'abord trouver son bonheur, je crois, pour avoir un transit normal. Alors, bien sûr, les laxatifs, ça peut être utile. Donc... Ah, justement, ça c'est la grosse question. On a beaucoup entendu parler que c'était pas bon, justement, de prendre, en tout cas, des laxatifs de manière régulière. Et puis, il y a laxatif et laxatif aussi. Hein. Alors, c'est pas forcément... C'est vrai que nous, quand on était aux études, on nous disait que le laxatif, c'est faux. C'est faux. Bien sûr, les laxatifs, lorsqu'il s'agit d'une pathologie où, par exemple, il y a une tendance anorexigène, etc., où les gens consomment trop de laxatifs pour maigrir, etc., ça, c'est pas bon. Mais, d'un autre côté, lorsqu'on doit pousser pour aller à selle, parce que ça vient pas, eh bien, il faut un laxatif. Il faut prendre un laxatif parce que, sinon, on développe les hémorroïdes, on développe vraiment des problèmes au niveau du petit bassin, on devient même incontinent à force de pousser. Donc, les laxatifs, non, ce n'est pas mauvais s'ils sont utilisés à bon escient, et il faut trouver un laxatif qui soit convenable, qui ne soit pas trop irritant, qui n'entraîne pas trop de spasmes au niveau du côlon, quelque chose qui soit confortable. Mais si, ça peut être utile, les laxatifs, bien sûr. C'est vrai que c'est souvent dans les mentalités. De nombreux pharmaciens, d'ailleurs, ont cette idée ancrée que, ah non, trop de laxatifs, vous allez détruire votre transit. Mais c'est souvent la conséquence d'une absence de motricité du côlon qui fait qu'on est obligé ou non de prendre des laxatifs pour certaines personnes. Moi, je connais énormément qui, sans laxatifs, ne savent pas aller à selle. Oui. Donc ça, c'est un risque, en effet, comme le posait la demoiselle un peu gênée, d'ailleurs. Voilà, donc de savoir si on pouvait mourir d'une absence de transit. Oui, il est possible qu'on opère des patients avec des côlons fissurés, voire même qui se rupturent par absence de transit, par accumulation de sel dans le côlon, et on opère en péritonite. Donc ça peut être dans des conditions extrêmes. Il y a un syndrome aussi, le syndrome d'Ogilvie, qui est une absence pure et dure de motricité du côlon. Et ces personnes-là ne savent pas faire sans laxatif. Donc ce n'est pas, parce qu'on pourrait penser ça, on parle d'atonie du côlon, donc quand il ne fonctionne pas, ce n'est pas les laxatifs qui sont pris quotidiennement qui provoquent ça, mais par contre, ne pas aller à la toilette et ne pas prendre de laxatif peut vraiment poser des problèmes. Parce que c'est souvent ce qu'on pense. On pense que le fait de prendre un laxatif, au final, le côlon ne va plus fonctionner, en fait. Non, c'est faux, c'est faux. Maintenant, il y a une certaine habituation, mais bon, voilà, je crois qu'à partir du moment où on est constipé chroniquement, si on ne prend rien, on ne va pas à selle pendant 10 jours, eh bien, il faut prendre un laxatif sans doute tout le restant de ses jours. Voilà. Disparité homme-femme, je pense qu'à ce niveau-là, toi, tu as... J'ai posé la question. Alors, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Il n'y a pas beaucoup de chiffres pour la Belgique. J'ai des chiffres pour la France qui dit de toute façon que, de manière générale, les femmes ont plus de problèmes au niveau intestinal que les hommes. On est sur un chiffre de 39% pour les hommes contre
49 pour les femmes, mais il n'y a pas de chiffres qui sont vraiment clairs pour la Belgique. Mais de manière générale, c'est ce que Nia me dit, là j'ai posé la question à une Nia, me dit que de manière générale, les femmes ont plus de problèmes que les hommes. Pourquoi ? C'est comme ça. C'est une sensibilité particulière du côlon. D'abord, le côlon est plus sensible chez les femmes. C'est une chose. Et deuxièmement, bon, elles sont sans doute aussi un peu plus soucieuses d'aller... Elles n'aiment pas être ballonnées, donc elles sont sans doute un peu plus soucieuses d'aller régulièrement à selle que les hommes. Les hommes s'en fichent un petit peu, je crois, en général. Mais donc, elles aiment bien avoir un ventre plat. Et donc, forcément, elles sont plus soucieuses de leur côlon, mais qui est naturellement plus sensible chez elles. On ne pourrait pas imaginer, puisqu'il y a quand même une grosse corrélation entre les émotions, on dit quand même que c'est notre deuxième cerveau, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que les femmes ont peut-être plus de problèmes au niveau de leurs intestins, parce que émotionnellement, elles sont plus vite impactées, parce qu'elles réfléchissent plus, parce elles ont peut-être une charge mentale plus importante que les hommes, etc. C'est certain. Ouais. Les hommes, déjà, ils en parlent. Je pense que des gens, on le voyait aussi dans la vidéo, ils ont l'air moins à l'aise d'en parler. Ils non, moi, ça va. Ils n'ont pas voulu. Je pense que ça aussi dans les études. Pour les hommes, peu importe, c'est pas un des premiers soucis. Que les dames, en effet, accordent plus d'importance à la fréquence des selles, au ventre plat et tout ça. Et je pense que ça fait partie d'un tout, ça c'est évident. On parlera après du côlon irritable. Il est clair que c'est une pathologie, tout est relatif. C'est quelque chose qui préoccupe plus la jante féminine que masculine. Alors, on est allé à la clinique Saint-Luc de Bouge, donc où vous travaillez. On est allé également voir une diététicienne nutritionniste, Laurie Berger, pour justement lui demander si elle avait des conseils à nous donner pour améliorer notre transit. Alors pour les personnes qui souffrent de côlon irritable ou de colopathie fonctionnelle, les gastro-entérologues conseillent parfois le régime pauvre en FODMAPs. Alors ça veut dire quoi ? Donc c'est un acronyme anglais pour Fermentable Oligo-Di-Monosaccharide and Polyol. Donc c'est une famille en fait de sucre qui est très peu absorbée par l'intestin grêle et donc qui se retrouve intact dans le côlon où les sucres vont être fermentés par les bactéries et donc être source de gaz, de ballonnement, éventuellement de douleurs abdominales pour les personnes qui y sont sensibles. Alors ça brosse quand même une grande partie d'aliments qu'on peut retrouver donc dans les fruits, dans les légumes, dans certaines céréales. Donc c'est un régime quand même assez contraignant, assez restrictif, qu'on conseille vraiment de faire en accompagnement individuel par une diététicienne formée ou expérimentée dans le domaine. Alors en cas de diarrhée, donc c'est-à-dire plus de 3 selles molles ou liquides par jour, on peut conseiller déjà une bonne réhydratation puisque le principal risque c'est la déshydratation. Donc boire 1,5 litre à 2 litres d'eau principalement par jour. Ça peut être aussi un peu de thé, des infusions, du jus de fruits filtré, des bouillons. Ne pas hésiter à saler aussi un petit peu plus, donc pour amener de l'eau et du sel. Et pour mettre l'intestin au repos, diminuer les fruits, les légumes, voire les supprimer pendant 2 ou 3 jours. Pas de fruits, pas de légumes, ni crus, ni cuits, ni sous aucune forme, ainsi que des féculents raffinés. Donc pas de pain gris, pas de pain complet. Donc la constipation qu'on définit par une absence de sel d'environ 3 jours. Une fois qu'on a exclu les causes médicales ou de médicaments qui pourraient ralentir le transit, donc on va parler de constipation fonctionnelle. Les conseils alimentaires qu'on va pouvoir donner, c'est d'augmenter sa consommation d'eau, donc augmenter les apports hydriques à environ 2 litres par jour, donc plus ou moins 8 verres d'eau de 250 ml par jour, vraiment tout au long de la journée. Augmenter la consommation de fibres, évidemment. On sait que le Belge moyen, il est nettement en dessous des recommandations par rapport aux fibres qui sont de 30 grammes par jour. Donc augmenter les fruits, les légumes sous toutes leurs formes, crus, cuits, en potage, en purée, en jus, en smoothie. Privilégier les féculents complets, pain complet, pâtes complètes, riz complet. Pensez aussi aux légumineuses, les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles, les pois chiches par exemple. Et pensez également aux graines, aussi aux noix qu'on va pouvoir intégrer en collation dans des yaourts, dans des salades. Et on n'oublie pas non plus d'être actif au quotidien, de bouger, de marcher, minimum 30 minutes par jour pour faciliter le transit. Alors voilà, plein de bons conseils. Alors c'est vrai qu'on a déculpabilisé les gens qui devaient prendre des laxatifs, mais on est d'accord qu'il faut quand même aussi, ça passe aussi par l'alimentation. Ça c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. C'est clair. Donc les premières choses à faire, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est les fibres. Ça c'est vraiment c'est la base. Donc il y a une fameuse pyramide lorsqu'on parle des aliments. Et la base de la pyramide, qui est la plus large, c'est les fibres et les fruits. Après, bien sûr, ce sont les féculents, le riz, les pâtes, le pain complet. Ensuite, c'est le lait dérivé du lait, donc le fromage, en plus petite quantité. Viennent seulement
et on va en reparler après, les protéines animales, hein, que ce soit le poisson ou la viande, etc. Et le sommet de la pyramide, en petite quantité, les sucres. Voilà, on va en parler après, parce que c'est important d'avoir un bon microbiote, mais ça, c'est la base d'une alimentation saine pour avoir un bon microbiote. Ah ben justement, le microbiote, parce qu'on entend souvent parler que l'intestin est notre deuxième cerveau, et puis on entend parler du microbiote. Ben déjà, le microbiote, c'est quoi? Des milliards de microbes. Des milliards de microbes que chacun a dans son côlon. En fait, c'est quelque chose qui s'installe extrêmement tôt dans la vie. Lors de l'accouchement, forcément, la sphère génitale n'est pas stérile, et donc les premiers microbes vont être ingérés par le bébé qui naît. Et ces premiers microbes vont s'installer dans le côlon naturellement. Par la suite, bien sûr, il y a suivant l'environnement, chez les enfants, il y a la malbouffe qui va pouvoir installer des microbes qui ne sont pas l'idéal. Mais très rapidement, donc, il y a une flore intestinale. On a chacun 200 sortes de microbes, mais chacun a son microbiote à soi. Mais vraiment, un microbiote, il y a autant de microbiotes que d'hommes sur la... Oui, voilà. Et j'imagine qu'il évolue aussi au cours du temps. Exactement. En fonction de notre milieu, d'ailleurs. Bouffe, on aura une destruction. Voilà, on va en parler. Voilà, on va en parler après. Mais le microbiote s'installe très très tôt. Et donc, il y a des facteurs, je ne vais pas dire génétiques, peut-être qu'il y en a, mais enfin environnementaux, la manière avec laquelle une famille mange, les aliments qu'elle consomme, etc., ça va forcément influer sur le microbiote. Et d'ailleurs, même si on change de famille, enfin, s'il y a des membres qui changent dans la famille, il va y aussi avoir des changements du microbiote. Ben oui, mais à un certain moment, il s'est installé et alors ces microbes sont là habituellement. C'est comme ça qu'on a des gens qui ont le côlon irritable de mère en fille, je vais dire. Hein, parce que quelque part, oui, c'est transmis. C'est une sorte de carte d'identité qu'on a chacun, quoi. Et moi, j'ai pas la même définition que vous. Du coup, je pense que mon moteur de recherche s'est trompé. Moi, j'ai mis le microbiote, c'est quoi? Et le microbiote est un ensemble de micro-organismes, bactéries, virus, champignons, donc on est plus ou moins raccord, vivant dans et sur notre corps. Ah, c'est parce que c'était pas microbiote intestinal. Là, on parle du microbiote intestinal. Hein, notamment dans la... Oui, c'est ça, mais parce notamment dans l'intestin. Du microbiote de la bouche, qui n'est pas le même. D'accord, donc si on tape microbiote, il faut bien le spécifier, parce que là, il joue un rôle clé dans la digestion, l'immunité et la santé globale. Donc, il y a différents microbiotes. On parle ici du microbiote du côlon. D'accord, il y en a différents. C'est ça que... Il n'est pas d'accord avec moi. Dans le corps, il y a le microbiote intestinal, il y a le microbiote... Oui, parce que la flore cutanée, c'est un microbiote en soi. On a des germes, si on fait un frottis de la peau, on a des germes spécifiques à la peau qui ne se retrouvent pas dans le côlon. Donc il faut bien le... C'est vrai que si on dit microbiote, d'office, on pense à l'intestin. Directement. Mais donc, il y en a d'autres, quoi. C'est bon à savoir. Voilà, c'est bon à savoir du côlon. D'accord. Alors, comment l'entretenir, ce microbiote, pour qu'il se porte bien? Parce qu'on a bien compris que c'était super important. Hein. Alors, je vous ai montré là, de quoi se nourrit le microbiote. C'est surtout les fibres, évidemment. Et alors, il y a une fermentation qui se fait. Bien sûr, il y a des sucres également qui ne sont pas résorbés dans le petit intestin et qui se retrouvent dans le gros intestin et qui entraînent une fermentation. C'est toujours ça un petit peu l'ennui, comme le disait la diététicienne. Ce microbiote, bien, il évolue au gré de la vie. Il n'y a pas de grosses modifications, sauf lorsque, oui, il y a des éléments environnementaux qui jouent et qui jouent souvent très tôt. La malbouffe, les pesticides, les antibiotiques, tout ça peut entraîner une modification du microbiote vers des microbes qui sont peut-être plus délétères pour la paroi intestinale. Hein, donc, on le remarquera, on va en parler après, lorsqu'on va parler du cancer du côlon, on remarque qu'une alimentation vraiment trop riche en viande, trop riche en charcuterie, trop riche en plats préparés, augmente clairement le risque d'avoir un cancer du côlon. Alors, si nos émotions jouent, quand on dit que nos émotions jouent sur notre intestin, et inversement d'ailleurs, j'imagine que c'est quand même le microbiote qui est concerné par ça. Parce que dans l'intestin, il y a le microbiote. Enfin, si à un moment donné, au niveau émotion, ça a un impact sur notre intestin, et inversement, ça fait partie du microbiote, ça. Ça joue un rôle. Mais si vous traversez la rue et que vous menacez d'avoir été renversé par une voiture, vous aurez une bonne diarrhée. Le microbiote n'a rien à voir avec cette histoire-là. Donc, il y a les nerfs du... Voilà. Oui, c'est ça. Ce n'est pas toujours le microbiote qui va être en cause par rapport aux différents... Non, mais on peut... Le ressenti douloureux peut être sans doute influencé en partie quand même par le microbiote.
Le microbiote qui va produire des métabolites qui sont toxiques parfois pour le côlon et qui vont retourner même dans le sang. Donc voilà, ça joue un rôle Tout à fait. encore. On parlait aussi des mauvaises bactéries et autres. Par exemple, ça c'est bien connu, l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui se retrouve chez certaines personnes dans l'estomac, est un facteur numéro 1 de cancer de l'estomac. Donc ça a été prouvé. Au niveau du côlon, c'est beaucoup plus complexe puisque la flore est vraiment énorme. Donc il faudrait en effet une cartographie. Mais c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'études qui sont en cours et ça évolue constamment. Donc ça, c'est très intéressant. Mais un jour, il est possible qu'on parvienne à identifier la cause exacte, donc la bactérie qui peut être facteur favorisant pour le cancer du côlon. Pour l'instant, ça reste l'histoire d'une vie, mais peut-être qu'un jour, on saura... Tu parlais de l'Helicobacter pylori, effectivement, parce que maintenant on fait souvent des endoscopies, etc., on cherche systématiquement ce microbe. Depuis qu'on le cherche systématiquement et qu'on l'éradique systématiquement, le cancer de l'estomac est devenu quasi rarissime en Belgique et en Europe. Donc vraiment, là, on a une relation évidente entre, d'une part, un microbe, même si ça touche l'estomac, le sujet ici était plutôt les côlons, mais, et la survenue d'un cancer de l'estomac qui devient absolument rarissime maintenant, grâce à cette éradication. Je pense que tu as une question, Eva, parce que vous avez soulevé notamment, quand on parle de ce qui fait du bien à notre microbiote, mais ce qui peut aussi lui faire du mal, vous avez parlé des antibiotiques. Tout à fait. Mais tu te posais la question par rapport à d'autres choses. L'antibiotique, du coup, il détruit un petit peu le microbiote. Est-ce que c'est uniquement l'antibiotique? Parce que pour faire un peu le lien avec notre prochaine émission, du coup, qui sera sur les céphalées, les maux de tête, est-ce que les personnes qui prennent des médicaments à haute dose pour des céphalées, par exemple, des neuroleptiques et autres, est-ce que ce type de médicaments, je parle de ça, ça pourrait être tout à fait autre chose. Les antidouleurs. Les antidouleurs ou autres, est-ce que ça peut aussi détruire un peu ce microbiote et peut donner des douleurs au ventre? Ça le modifie, bien sûr. Ça le modifie? Oui, alors les antibiotiques, on a parfois des diarrhées post-antibiotiques, parce que les antibiotiques, maintenant, c'est un large spectre, ça détruit quasi tous les microbes, sauf parfois un qui sort du lot, le Clostridium. Bon. Eh bien, clairement, les antibiotiques abîment le microbiote. On va d'ailleurs en reparler après concernant ce Clostridium. C'est quelque chose de tout à fait particulier, mais pour dire l'importance de cela, ce Clostridium est à ce point agressif que chez certaines personnes, on ne sait absolument pas l'éradiquer. Et le traitement, qui marche à tous les coups, c'est d'injecter des selles d'un patient normal dans un côlon qui est infecté par le Clostridium. Ça donne des taux de guérison de 99 à 100%. C'est dire le rôle du On faisait des transfusions sanguines, mais je ne savais pas qu'on faisait des transfusions de selles. Ah oui, carrément. Absolument, okay. Absolument. Et donc, il y a des études qui sont en cours dans ce genre de traitement, et non seulement pour tous ceux qui touche la sphère digestive, mais également pour tout ce qui est dépression. Je vous ai parlé tout à l'heure des souris qui devenaient dépressives en un décès. Voilà, le tout, c'est de trouver les bons probiotiques pour éventuellement pouvoir améliorer cette situation. Alors, vous me parliez des neuroleptiques, mais par un autre biais, parce que les neuroleptiques et tous ces médicaments à visée psychotrope ralentissent énormément le transit intestinal. Et donc, via la constipation générée par ces médications, bien sûr, le microbiote change. Donc, peu importe le type de médication qu'on prend, ça a quand même un impact sur le microbiote. En fait, tout ce qu'on ingère. Oui, c'est ça. Mais du coup, j'ai une question ici en direct sur le live, parce que vous parlez du coup du probiotique à prendre pour justement régénérer un petit peu le microbiote. Et la personne demande, faut-il faire une cure de probiotiques régulièrement? Si oui, à quel rythme et lesquels? Quel est le but du probiotique? Les probiotiques, c'est quoi? C'est des bons microbes qui ne fermentent pas trop. Voilà. Et bon, c'est inutile de les prendre tout le temps. Mais bien sûr, après une cure d'antibiotiques, pourquoi pas? Et je dirais que si on est sensible du côlon et que, oui, les probiotiques pourront aider clairement, mais par exemple, une cure tous les 3-4 mois. Parce qu'après, comme je vous l'ai dit, c'est une carte d'identité, son microbiote. Le microbiote va reprendre le dessus sur les probiotiques que vous avez pris pendant un mois. Donc, si vous prenez des probiotiques pendant un mois, vous aurez un côlon qui va être moins ballonné, parce que c'est des bons microbes là, qui ne fermentent pas trop, mais un peu à la fois, votre flore intestinale là, va reprendre le dessus. Et c'est pour ça que c'est plus logique, lorsqu'on aime bien les probiotiques et lorsqu'on a le côlon irritable, de prendre de temps en temps une cure, 3-4 fois par an. Oui. Ben voilà. Par rapport à l'alimentation. Après une intervention chirurgicale, notamment pour le côlon, c'est aussi des personnes qui ont reçu, au moment de l'opération, ne fût-ce que quelques doses d'antibiotiques. Là aussi, on préconise de reprendre quelques jours de probiotiques pour régénérer une bonne flore intestinale. Ben voilà, j'espère que cette personne, du coup,
On répondra à sa de la question. réponse, oui. Alors, on a également posé la question à Laurie Berger, la nutritionniste et diététicienne de la clinique Saint-Luc, de savoir par l'alimentation comment on pouvait, de manière spécifique, améliorer son microbiote. Pour améliorer son microbiote intestinal, on tend à une alimentation équilibrée, variée, donc riche en végétaux, parce que le microbiote adore les végétaux. Donc pensez aux fruits, aux légumes, aux céréales de préférence complète, aux légumineuses, aux noix, aux oléagineux. On considère que 25 à 30 sortes de fruits, légumes, céréales, oléagineux par semaine, c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne diversité au niveau du microbiote. Donc c'est super important de varier tous les jours ces fruits et légumes. Consommer des aliments fermentés qui sont sources de probiotiques naturels comme les yaourts qui contiennent 1 milliard de probiotiques par pot de yaourt, les laits fermentés, le kéfir, certains légumes lacto-fermentés, la choucroute, le kimchi. Ensuite, il faut penser aux oméga 3, donc les petits poissons gras, sardines, maquereaux, saumon, harengs, etc. Vertus anti-inflammatoires. Le respect aussi du sommeil. Donc un sommeil de qualité et suffisant, c'est super important. On va limiter aussi les boissons alcoolisées qui enflamment et sont toxiques pour tout le tube digestif. On n'oublie pas non plus de limiter les aliments ultra transformés. Donc quand vous voyez des aliments avec une liste d'ingrédients à rallonge, il faut se méfier. Éviter aussi l'excès de sucre raffiné. Alors, on se pose la question en plateau, hein. C'est quoi le kimchi? Et c'est Eva qui a la réponse. J'espère ne pas dire... Vous savez quoi, je vais demander au moteur Oui, de recherche. voilà. Et puis après, on donnera la réponse. Je pense que c'est japonais, mais je vais poser la question. On me dit dans l'oreillette que c'est du chou fermenté, c'est ça? Ah, du chou fermenté, c'est ça. Ah oui, donc ce n'est pas japonais. Ah si, c'est coréen. C'est coréen. Et c'est du chou fermenté. Voilà, merci Damien, qui est en régie. C'était pas loin de la réponse. Comme ça, on a la réponse exacte. Voilà. On a parlé effectivement de... En fait, je vais juste m'arrêter quand même sur quelque chose que Laurie a dit. C'est l'importance de la diversité de ce qu'on mange. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger, des choses qu'il est intéressant de manger, mais elle appuie vraiment sur la diversité, parce que c'est quand même 30 sortes de fruits et légumes par semaine. C'est énorme, ça. C'est vrai. Ce que je dis souvent aux patients, c'est quand on mange le même aliment, par exemple celui qui mange des carottes tous les jours, s'intoxique toujours aux mêmes pesticides, aux mêmes engrais. Et donc, on atteint des doses toxiques de ce même pesticide qui est utilisé spécifiquement pour les carottes ou pour un autre truc. Et donc, c'est vrai que ça vaut la peine de varier au maximum. Moi, je dis varier les toxiques. C'est triste à dire, mais dans le monde où on est, on pulvérise tellement à tout va. Bon, voilà, chacun voit ça comme il veut. Mais je suis certain que ça peut aussi avoir une étiologie dans l'incidence des cancers et des pathologies digestives. Donc il faut aimer varier les toxiques. Hein. Oui, il faut aimer. Parce que 30, non, 30 c'est pas évident. D'ailleurs, je pense que personne n'y arrive. Bah non, je pensais aux Français notamment qui mangent toujours une petite salade. Moi, je suis aussi une aficionadeuse de la salade. Si les bio, s'il n'y a pas eu de pesticides dessus, c'est très bien quand même. Changer les sortes de salades. Oui, voilà, varier. Voilà, varier. En tout cas, oui. Aussi, là, on est dans quelque chose d'un peu plus spécifique avant de parler évidemment aussi des maladies qu'on peut avoir et du côté curatif. Une question aussi par rapport au microbiote. Dans les dernières recherches, on dit qu'en fait, on a pu isoler dans le microbiote ce qui pourrait, par exemple, être responsable de la maladie d'Alzheimer ou encore de l'obésité. Quid de ça? Bien, bon, encore une fois, il y a des microbes qui sont plutôt délétères, qui se nourrissent bien sûr de ceux qui arrivent dans le côlon et des toxiques qui sont passés par là. Ça a entraîné la survenue de microbes qui sont plutôt pathogènes, je dirais. Ils ne vont pas provoquer de la diarrhée, mais dans leur métabolite, c'est-à-dire les postbiotiques, c'est-à-dire ceux qui vont fabriquer comme molécules qui ont été dégradées, eh bien, ces molécules peuvent aller irriter le côlon, irriter des cascades inflammatoires qui est au niveau du côlon. Et on a remarqué que non seulement ces microbes parvenaient à exporter dans l'organisme entier des toxines, mais on a remarqué que même des microbes pouvaient eux-mêmes se déplacer dans le corps. On a retrouvé des tumeurs qui ne sont pas des tumeurs intestinales, mais dans lesquelles on a vu les microbes. Donc voilà, ce microbiote, lorsqu'il n'est pas bon, eh bien, il peut faire des dégâts. Ça, on n'est quand même pas tous égaux, hein, encore une fois. C'est vrai. Clairement. Bon, voilà, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, avant de parler des différents problèmes, maladies ou symptômes, la première chose à veiller, on a parlé du transit, hein, donc la normale, c'est entre 3 selles par jour ou une fois à la toilette tous les 3 jours. Mais ce à quoi il faut être super attentif, c'est quand il y a un changement de transit, c'est ça en fait. Exact, c'est ça.
Oui, donc si vous avez l'habitude d'aller une fois à Celle tous les jours et puis que progressivement vous constatez que vous avez de plus en plus de difficultés pour aller aux toilettes, que le transit se ralentit, que vous devez pousser, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à se modifier, là il faut être vigilant. La perte de sang ou de glaire en excès, donc c'est du mucus qui peut sortir, peut être témoin d'un polype ou d'un cancer. Donc il faut regarder en fait, hein, c'est ça. Donc en fait, l'idée. c'est ça. Souvent, voilà, malheureusement, beaucoup de personnes ne regardent pas. C'est vrai, en consultation, on dit est-ce que vous avez regardé vos selles? Ah non, je n'ai jamais regardé. Donc voilà, donc ça c'est important. C'est vrai que c'est un peu tabou, hein, ça reste un sujet. Oui, voilà, on appelle ça dans notre jargon les symptômes d'alarme. Voilà. Quand est-ce qu'il faut faire attention? Exactement. Quand il y a une modification du transit, quand il y a du sang. Ne jamais se contenter de se dire, ben voilà, c'est des hémorroïdes. Il faut toujours aller voir quand il y a du sang. Un amaigrissement, une anémie que le médecin généraliste constate dans la prise de sang, une fatigue inexpliquée. Ça, c'est des signes auxquels il faut vraiment faire attention et pour lesquels il faut consulter. Bien sûr, des douleurs, bien sûr. Douleur, c'est un stade voilà, plus avancé. Lorsqu'il y a une occlusion qui peut s'installer, oui, ça peut être, mais des douleurs, bien sûr. Ouais. Le stade avancé, je dis que la crampe, ça peut aussi être nerveux aussi. Oui, c'est juste pour ne pas faire peur, parce que sinon vous allez avoir une file devant votre cabinet demain. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai d'autres symptômes, mais pour moi, qui n'ont strictement rien à voir. Mais comment faire la différence? J'ai troubles de l'humeur et de l'anxiété et des problèmes de peau. C'est plutôt anecdotique, ça, franchement. C'est pas spécifique. Non, pas du tout. Non. C'est plus peut-être général, ça. Parce qu'ils le mettent avec tout, avec ce que vous venez de dire, hein, les douleurs abdominales, la fatigue, la diarrhée, la constipation. L'amaigrissement. Ça, je ne l'ai pas, mais j'ai... sans avoir changé de régime. D'accord. Voilà, j'ai perdu 5 kilos, j'ai mangé la même chose. Ça ne va pas. Évidemment. Une carence en fer aussi, pour autant qu'on ait fait une prise de sang, évidemment. Exact, tout à fait. Et ça, c'est dû à la perte de sang ou dans les selles? Oui, de manière... voilà, on va faire un petit schéma après, et puis alors on va pouvoir en discuter. Mais les polypes, oui, les selles frottent là-dessus, et il y a des pertes de sang par ce biais-là. Et ça saigne à bas bruit, et des fois, on ne le voit pas. On ne le voit pas, oui. Même si on regarde, on ne le voit pas. Absolument, absolument. Un cancer dans le côlon droit, on ne le voit pas en fait. Les selles ont l'air normales. D'accord. L'analyse des selles va montrer peut-être des traces de sang, mais on ne le voit pas à l'œil nu. Par contre, un cancer qui se trouve à 10-15 cm de l'anus, là, oui. Là, c'est du sang rouge vif, du sang rouge frais. Okay. Et vous parlez de perte de poids. Est-ce que la prise de poids est aussi quelque chose à prendre? Alors ça, c'est toujours un bon signe quand, d'un point de vue cancer, la prise de poids est plutôt... non. Non, on ne prend pas du poids. Absolument pas se fier à ce que le bottom cherche nous dit. Non. Là, il faut biologie en général, la thyroïde fonctionne-t-elle, etc. Oui, il y a plein de choses, évidemment. Après, c'est positif de voir que c'est mieux d'aller consulter que de se fier aux moteurs de recherche. De toute façon, si vous posez des questions, c'est toujours aller voir les spécialistes. Et raison de plus... Voilà. Oui, la première ligne, le généraliste, et puis alors après le spécialiste. Mais en tout cas, allez voir le médecin qui peut vous aider. Exactement. Et puis, on en profite pour dire qu'ici, on est en plateau avec 2 spécialistes. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je crois que la première personne qui est vraiment à même de voir quelque chose change là, c'est le généraliste. Quoi, vous allez le voir tous les 3 ou 4 mois. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maigri? Bon, voilà. Je crois que c'est lui le mieux à même de... Tout à fait, à la première ligne de soins, de toute façon, toujours. Il connaît son patient. Ouais. Alors, quels sont les facteurs de risque? Alors, vous parlez du cancer. Les facteurs de risque, oui, en tout cas par rapport aux symptômes qu'on vient de... Non, pas spécialement le cancer, je dirais les facteurs de risque pour que ce soit le côlon irritable, que ce soit pour un dysfonctionnement, je dirais, de notre intestin. On va en parler après, mais les facteurs de risque, je dirais que la société industrielle telle qu'elle existe maintenant, avec tous les herbicides, etc., ça constitue certainement un facteur de risque pour avoir un microbiote qui soit perturbé. Ça, c'est clair. On le verra après, lorsqu'on parlera un petit peu de l'incidence du cancer. On voit des cancers de plus en plus jeunes maintenant. Donc là, la malbouffe joue un rôle majeur. Alors, concernant le cancer, bien sûr, il y a toujours des facteurs de risque familiaux auxquels il faut faire attention. Mais ça, en général, on est à l'anamnèse, lorsqu'on interroge le patient, on se méfie un petit peu plus lorsqu'il y a un oncle, une tante qui a eu un cancer du côlon, donc on se méfie un petit peu aussi. Mais voilà, grosso modo, je crois que les facteurs de risque, pour ce qui concerne en tout cas le cancer,
c'est la nourriture ultra transformée et dans une moindre mesure aussi de la famille. Évidemment, quand on a préparé l'émission, vous avez justement parlé de l'importance de la malbouffe et vous avez donné un chiffre. La prévalence du cancer du côlon a augmenté de 25 à 30%, vous m'avez dit, ces 15 dernières années pour les personnes en dessous de 50 ans. Exact. Donc voilà, c'est quoi la prévalence? C'est les nouveaux cas. Et ça, on a remarqué d'abord aux États-Unis. Vous voulez savoir maintenant, aux États-Unis, sur 100 000 personnes par an, il y a 15 cancers du côlon diagnostiqués en dessous de 50 ans. C'est énorme. Et il y a encore 15 ans, c'était 10. Donc c'est une augmentation majeure. Pour vous le dire ici à Namur, Namur c'est 110 000 habitants, on est, c'est quand même pas rien, autour de 60 à 70 nouveaux cancers par an dans une grosse ville comme Namur. Et pour les cancers chez les jeunes, on a à peu près 6 à 7 cas de cancer colique du côlon qui surviennent en dessous de 50 ans. Il y a 15 ans, c'était 4. C'est une augmentation énorme, en fait, statistiquement. On parle de 4 à 7. Voilà. Et donc, si on suit la malbouffe un petit peu qui quand même provient des États-Unis, et voilà, on est sur le chemin de devoir probablement se méfier davantage, plus vite, chez les patients jeunes qui ont des plaintes un peu spécifiques. Tiens, j'ai mal au ventre. Avant 30-35 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait l'antispasmodique, on modifiait le régime, etc. Maintenant, on dit, voilà, revenez. Mais si ça ne va pas, même à 35 ans, il faut aller faire un examen, quoi. Le stress? Le stress énormément. Et c'est vrai que le stress est quotidien. C'est une société où tout va très vite, de plus en plus vite. On a des impératifs, rien ne peut attendre, ça doit être fait pour hier. Donc ça joue un rôle. La sédentarité aussi. Maintenant, on voit les jeunes qui... Bon, voilà, c'est pour caricaturer, pardon. Donc les jeunes qui sont devant leur console avec de la malbouffe, en effet, bon voilà, ils ne font aucun effort physique, ils prennent du poids et la prise de poids est un facteur favorisant aussi l'apparition de l'obésité. C'est un facteur de risque énorme du cancer. Alors, on a parlé de la malbouffe, mais forcément l'alcool, la cigarette, les drogues. Bien sûr. Ce qui est bien, c'est que vous venez de répondre du coup à une question que j'avais. Peut-on se retrouver avec un cancer du côlon rien que par le stress, les excès alimentaires, l'alcool, le tabac, les drogues, les médocs? Oui. Ne sont-ils Clairement. pas les ça, c'est le véritables cocktail. responsables? En fait, c'est le cocktail idéal. Voilà. Mais, cocktail idéal, mais vous allez toujours trouver des gens qui ont vécu comme des bénédictins, qui font énormément de sport. Oui, ça c'est vrai. Et puis ça leur tombe dessus. C'est l'hérédité, ça. Voilà, ça c'est le destin, je vais presque dire. Oui, Bon, voilà, sûr, tout à coup, il y a une mutation. On est d'accord que ça... Voilà, Donc c'est même pas l'hérédité, ça? Non. Non, vous avez Parce des qu'on pourrait cancers. penser à ça, en Bien fait. sûr, aussi. Mais proportionnellement, c'est vrai. Proportionnellement, il faut faire davantage attention. Vous avez des familles où il y a des cancers, effectivement, qui surviennent jeunes. Mais quand même, si vous avez régulièrement des cas, de manière sporadique, tout à coup, un cancer chez quelqu'un qui a toujours vécu sainement et qui n'a jamais fait d'excès. Et il y en a plein qui disent, je ne bois pas, je ne fume pas, je mange des légumes de mon jardin, et pourtant, ça me tombe dessus. Comment ça se fait? C'est vrai que c'est difficile à répondre, puisque l'origine est plurielle, quoi. Voilà. Et inversement, il y en a qui font, qui brûlent la chandelle par les font deux tout bouts. ça et qui... Cette augmentation dont vous parlez est probablement due bien sûr, à tout ça. Bien sûr, ça c'est les statistiques qui permettent de le dire. Mais évidemment, au cas par cas, on trouve des exceptions. Évidemment. Beaucoup de personnes sont concernées, et ça peut-être que tu as un chiffre, Eva, on va en parler, le côlon irritable. J'ai un chiffre, après, à vérifier encore une fois. Apparemment, 10% de la population belge serait touchée par le syndrome du côlon irritable. C'est au moins ça. Au moins, ok. Oui. Donc peut-être que les gens ne sont pas encore diagnostiqués. Hein, voilà. Les gens, là, voilà. Ils ne savent pas. Mais c'est quoi justement? Alors c'est peut-être l'occasion d'expliquer c'est quoi le côlon irritable. Peut-être que certaines personnes vont se reconnaître. Oui, alors le côlon irritable, c'est quoi? C'est une alternance de diarrhée, de constipation, de douleur abdominale. Voilà, qui est favorisé par l'ingestion davantage de fibres, hein, parce que les fibres c'est bon en soi, mais forcément, je vous ai dit tout à l'heure, ça ballonnait, hein, donc au niveau du côlon, puisque les fibres sont digérées par les microbes du côlon. Mais voilà, c'est une alternance de diarrhée et de constipation. Il y a des critères bien précis, mais l'élément essentiel, c'est quand même la douleur. La douleur, voilà. Il y a des critères. La douleur soulagée par la diarrhée. À quel niveau la douleur? Au niveau du côlon, mais oui, c'est difficile à dire parce que le côlon, il quand même, il en bien sûr, trouve. Bien sûr. Je dirais que la partie la plus, je crois que tu seras d'accord avec moi, Frédéric, c'est quand même le sigmoïde. Hein. Donc les douleurs hypogastriques, en dessous du nombril, en barre, qui irradient dans le dos.
Mais parfois, ça peut être des douleurs qui sont carrément épigastriques, qui donnent le change pour des pathologies d'ulcères à l'estomac. Un ulcère à l'estomac, quand on mange, ça soulage. Un côlon irritable, quand on mange, les douleurs surviennent dans le côlon. Mais typiquement, les douleurs touchent tout le ventre, sont associées à du ballonnement, à une alternance de diarrhée et de constipation, et vont classiquement dans le dos. Ce sont des douleurs crampiformes, donc vraiment comme des crampes, des coliques. On appelle ça d'ailleurs côlon spastique. Hein, c'est un côlon qui se spasme sur lui-même de manière excessive et qui peut provoquer comme des coups de poignard. Ça, en effet, le plus souvent, c'est à gauche, sur le sigmoïde, mais ça peut être fluctuant. Il y en a qui me disent, j'ai tant mal à droite, tant à gauche, tant ici au milieu. Donc, c'est vraiment fort variable. Ça peut être accentué par le stress aussi. Donc, le stress augmente les symptômes du côlon irritable. Que l'alternance de diarrhée et de constipation, c'est évidemment en absence de laxatifs et des choses comme ça, parce que forcément, sinon ça, on s'y perd un peu du coup. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, l'alimentation? Alors, je voulais juste préciser, avant de dire qu'on a un côlon irritable, il faut s'assurer qu'on n'ait pas une cause organique sous-jacente. Donc, moi, je ne dis jamais à un patient, ben voilà, vous avez un côlon irritable, sans avoir vérifié, donc auprès des confrères gastroentérologues, qu'on n'ait pas une cause organique sous-jacente. Donc ça, c'est important, donc un cancer ou autre, qui peut des fois donner le change, ou on peut avoir des symptômes similaires. Une pathologie inflammatoire intestinale ou autre. Et donc ça vaut la peine de faire d'abord une mise au point. C'est vraiment un diagnostic d'exclusion. Donc, c'est-à-dire quand on a pu éliminer toutes les autres causes organiques, donc maladies inflammatoires, cancer et autres, alors on en conclut, et si la colonoscopie est strictement normale, plutôt un côlon irritable. Okay. Corrige, si... Alors parfois, bon, entre 20 et 30 ans, le côlon irritable, c'est quelque chose de très très fréquent. On ne fait pas toujours une coloscopie totale d'emblée. Mais maintenant, on a des moyens. Par exemple, je pense à la calprotectine. Bon, c'est quoi ce vocable un peu curieux? En fait, dans les maladies inflammatoires de l'intestin qui surviennent chez les gens jeunes, hein, vers 15 ans, 20 ans, eh bien, on peut avoir de la diarrhée qui survient, mais parfois ça s'installe assez progressivement et on n'a pas envie non plus d'imposer un examen invasif à ces personnes-là. On dose la calprotectine qui est très augmentée, c'est très spécifique pour exclure une maladie inflammatoire de l'intestin. Et ça veut dire qu'avec une calprotectine négative, on peut rassurer, on peut raisonnablement penser à un côlon irritable. On préconise un régime, on préconise un traitement. Et si les choses vont mieux, on en reste là. C'est uniquement si, évidemment, les gens reviennent, tiens, ça ne s'arrange pas, alors là, on envisage éventuellement des investigations. Ça peut aussi être un problème de tolérance, j'imagine, au gluten, enfin de l'intolérance au gluten, au lactose et des choses comme ça. Alors, oui, ça c'est quelque chose de vraiment important que vous soulignez, l'intolérance au lactose et le gluten. Bon, alors concernant l'intolérance au lactose, c'est vrai que, surtout pour la population maghrébine et la population du sud de l'Europe, c'est plus fréquent. Tout à coup, on ne sait plus digérer le lactose, et du coup, le lactose ne sachant plus être résorbé dans le petit intestin, il se retrouve dans le côlon, et là, les microbes, dès qu'ils voient ça arriver, évidemment, ils s'en donnent à cœur joie. Il y a une fermentation terrible. Typiquement, quand vous mangez 3 boules, vous pouvez faire ce test d'ailleurs chez vous, à jeun, 3 boules de dame blanche, il y a pas mal de lactose là-dedans. Si vous avez 1 heure ou 2 après l'avoir ingéré, du ballonnement, un inconfort, etc., c'est très suspect d'une intolérance au lactose, et on peut faire un test. Intéressant de savoir absolument. ça. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Dame blanche. Alors, voilà. Il faut être à jeun. Donc, ça va faire le samedi matin. Manger sa glace à jeun. Rien que ça. Pas de café, ni rien. Donc, on commence par la glace dès qu'on se lève. Ça, c'est un bon dimanche test. matin, petit déjeuner, dame blanche. C'est un bon test. Alors, concernant l'intolérance au gluten, parce que c'est fort à la mode. Il y a 30 ans, c'était très cher un pain sans gluten. Maintenant, c'est à la mode, les trucs sans gluten, etc. Là, il faut vraiment bien faire le distinguo. Parce que souvent, bon, les personnes qui vont chez les nutritionnistes, etc., ah, mais vous avez une intolérance au gluten, etc., sans avoir la preuve de cela. On donne un régime sans gluten et elles vont mieux. Mais pourquoi? Je dis elles spontanément, c'est plutôt l'apanage de la gente féminine. Parce qu'en éliminant le gluten, vous éliminez des fibres. Ces personnes souvent consomment des fibres. Tiens, voilà, on va suivre un régime sans gluten. J'élimine les fibres, je ballonne moins. C'est donc ça. Et c'est faux. Il n'y a pas d'intolérance réelle au gluten. Mais si ça va mieux en consommant un pain sans gluten, on peut le faire, bien sûr. Mais il faut bien distinguer donc, cette intolérance qui n'est pas une vraie intolérance, mais un confort, d'une véritable maladie cœliaque où là, on est obligé, sous peine d'avoir un risque de cancer accru du petit intestin, obligé de suivre un régime sans gluten strict. Est-ce que pour l'intolérance au gluten, donc là on ne parlera pas de la maladie de cœliaque, mais pour l'intolérance au gluten, est-ce que vous avez un petit truc comme la dame blanche?
Non. Non, Non, parce que dommage. c'est quelque chose- c'est un phénomène allergique. Mais comment est-ce qu'on peut savoir alors? Alors, chez certaines personnes, Ça ne se ah oui, détecte des pas dans la anticorps, prise de des sang anticorps, Ah, bien prise de sûr, et sang. des anticorps Prise de anti-gluten. sang, Oui, oui, oui. on sait savoir une intolérance au gluten Voilà, ou au alors, lactose aussi du coup. Voilà, ça c'est une prise de sang qu'on peut faire. Le problème, c'est que si quelqu'un vient en consultation en disant voilà, depuis 6 mois, je suis un régime sans gluten, les anticorps auront disparu. Donc, on ne sait pas trop. Il vaut mieux doser les anticorps. Hein, si Quand on personne- mange normalement. Manger normalement, oui. voilà. Évidemment, Si les et là, anticorps et là, sont- on peut faire une prise Voilà, de sang. vous allez ouais. chez votre généraliste, on fait des anticorps anti-endomysium, des anticorps bien précis. S'ils sont présents, c'est qu'il y a une vraie maladie cœliaque. S'ils sont négatifs, c'est que c'est une intolérance au gluten, mais qui résulte du ballonnement, simplement. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tu avais encore quelque chose sur le Mais côlon moi, je irritable. me permets juste de revenir sur ce dont on parlait avant. On a parlé, c'est la coloscopie ou colonoscopie? Ah, les deux se disent. Les deux Les deux se disent. Bon, je vais dire Oui. coloscopie alors. Colonoscopie, c'est une coloscopie chez un colonel. D'accord, on va faire ça. Colonoscopie. C'est bien. Voilà. J'ai une question justement de quelqu'un sur Facebook qui me demande est-ce que on va enfin trouver un système pour la préparation moins dégoûtant? Alors, Ça. bon, ça Celui c'est actuel. c'est le Apparemment, ressort. on a. C'est vrai que- C'est l'horreur. Ça, Il y a c'est eu ça- des- c'est sympa pour tous ceux qui vont devoir Moi, en faire une j'avoue, prochainement. personnellement, je l'ai fait, c'est atroce, Bon, voilà. c'est dégoûtant. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va sortir, des médicaments ou autres? Parce que Non. c'est... Non. Vous non. pensez bien que... Donc là, on parle bien de ce qu'on doit ingurgiter avant de faire voilà. l'examen. Alors, ce qui est important, avant de parler du type de produit, etc., c'est toujours de prendre une partie la veille et une partie tôt le matin pour avoir C'est un ça, colon propre. oui. C'est Vous en devez deux savoir fois. que le cancer commence toujours par des petits polypes qui ont quelques millimètres de diamètre. Il faut bien les voir. Ah oui, Donc, oui, il est je sais, capital, oui. il est capital, même si c'est rébarbatif, de prendre une préparation parfaite. C'est pas encore très grave, quoi. Voilà. Mais donc, c'est un mauvais moment à passer. C'est vrai que parfois, on a des nausées, etc. Et des petits trucs. C'est ce qu'elle... Voilà, il faut prendre du thé glacé, du jus de pomme éventuellement, pas du jus d'orange parce que ça collote, etc. Pas de café parce que ça donne une couleur brunâtre et même un peu rougeâtre. Et ça, c'est toujours ennuyeux. On se dit, tiens, merde, il y a quelque chose dans un coin, il y a un polype qui est caché, etc. Mais bon, ça reste quelque chose de rébarbatif. Vous pensez bien que les labos, d'année en année, Ils trouvent des essayent, produits. Ben, voilà, on l'aurait trouvé. Mais bon, il faut essayer de trouver le produit qui convient le mieux. Mais ça, je dois reconnaître, pour l'avoir vécu personnellement déjà 2 fois, la préparation est quelque chose qui n'est pas très agréable. Avec une paille très froid, en plusieurs fois. N'hésitez pas à prendre du motilium avant. Bon, voilà, des petits trucs, mais bon, ça reste pas agréable. La réponse sera non. Avant de passer à d'autres maladies, sur le côlon irritable, peut-être encore 2-3 choses à dire. Est-ce que le côlon irritable peut amener à un cancer? Non. Donc, qu'on se rassure si on a le côlon irritable. Et le moyen de le soigner, si j'ai bien compris, il y a des médicaments Les qui peuvent aider. antispasmodiques, quelque chose qui diminue Voilà. les spasmes du Et côlon. le régime alimentaire, alors? Régime alimentaire, donc pas trop de fibres. C'est parfois un peu paradoxal, on dit c'est bon des fibres. Oui, mais trop de fibres, chez quelqu'un qui est constipé, vous allez avoir une accumulation de fibres dans le côlon, ça va ballonner, c'est désagréable. Donc, bien choisir ses fibres, en tout cas. C'est là le rôle du régime FODMAP, comme le disait la diététicienne. Un régime FODMAP, c'est pas à suivre tout le temps. C'est simplement faire une cartographie de ce que on digère plutôt bien, de ce qu'on digère plutôt mal. Donc, on élimine toutes les fibres et on réinstaure un légume pendant une semaine et on voit si on le digère bien. Si vous le digérez bien, c'est que les microbes de votre côlon ne savent pas fermenter avec. Et donc, vous le gardez. Si par contre, vous êtes ballonné, ça veut dire que vos microbes aiment bien ce type de légumes et vous l'évitez, évidemment, pour ne pas avoir trop de ballonnement. Alors, avant de parler de polypes, de diverticulite, de cancer aussi, on va parler de 2 maladies auto-immunes, quand même faire un petit détour par là. Est-ce qu'elles peuvent d'ailleurs provoquer plus facilement le cancer? C'est la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Oui, ces 2 pathologies inflammatoires intestinales qui si elles ne sont pas traitées correctement, peuvent mener à terme à l'apparition de cancer. C'est pour ça que c'est souvent familial. Hein. Donc il y a des familles qui sont connues pour avoir une maladie de Crohn. Ce n'est pas forcément à 100% héréditaire, mais il y a des facteurs de risque qui peuvent être, en tout cas, alarmés à temps et faire les investigations nécessaires pour... Voilà, encore une fois, bon, ce sont 2 maladies qui surviennent dans la jeunesse, hein, même parfois 10-11 ans, donc en préadolescence. Bon, on a de la diarrhée, etc. Bon, voilà. Comme vous savez, la diarrhée, ça peut être simplement un côlon irritable. Alors, comment faire la part des choses chez un jeune qui commence à avoir de la diarrhée comme ça? Bon, il est stressé, etc. Oui, il faut quand même, à un certain moment, le déclic. Tiens, c'est pas normal. D'où l'intérêt de la calprotectine. Et lorsqu'on fait un bilan, surtout l'amaigrissement, encore une fois, il y a un décrochage. Donc, cette maladie survient, c'est généralement, bon, voilà, à l'adolescence ou juste en post-adolescence ou pré-adolescence.
il y a un amaigrissement, il y a une fatigue qui s'installe, il y a une anémie parce que c'est des petits ulcères. Ces ulcères font perdre du sang. Il y a des glaires qui sont fabriquées. Les glaires, c'est quoi? C'est des protéines finalement. Hein. C'est comme du mucus qui est évacué. Tout ça, ça coûte cher en énergie. Et le corps, il est fatigué, quoi. Et à la fin, et donc voilà, on est fatigué. Et donc ces symptômes de diarrhée, de traces de sang dans les selles, de fatigue. On va chez le médecin traitant qui fait une prise de sang. Il voit certains signes inflammatoires de la prise de sang. Et alors oui, alors il l'envoie chez un gastroentérologue en disant tiens voilà, il y a quelque chose qui se passe là. La différence entre les deux, puisque c'est donc deux maladies inflammatoires du côlon, de l'intestin, de l'ensemble de l'intestin. Un, c'est tout le système digestif et l'autre, c'est uniquement le... Rectocolite ulcéro-hémorragique, en effet, c'est surtout sur le côlon. Hein. Okay. C'est rectocolique, hein. Oui. C'est le rectum et tout le côlon. Tandis que la maladie de Crohn peut toucher à la fois le petit intestin et le côlon. Il y a des Crohn coliques ou au niveau de l'intestin grêle. Le plus souvent, en effet, c'est sur la partie terminale du petit intestin, comme l'avait expliqué Albert tout à l'heure. Donc voilà, mais les symptômes sont globalement identiques. C'est ça que... Donc important de détecter et de soigner pour ne pas justement que ça puisse dégénérer. Ça dégénère en cancer parce que ça pourrait... Alors, cette dégénérescence, elle est quand même plus tardive. Hein, c'est vers 30-40 ans si jamais une maladie n'est pas traitée. Oui, c'est ça. Un petit mot quand même sur ces deux maladies. Depuis 15-20 ans, il y a maintenant des traitements absolument magnifiques qui fonctionnent très très bien contre la maladie de Crohn et contre la rectocolite. Avant, on n'avait que la cortisone et on avait la chirurgie. Maintenant, les chirurgiens opèrent moins les maladies de Crohn et les rectocolites parce que maintenant, on a des traitements salvateurs qui vraiment cicatrisent totalement. Et c'est ce qu'on vise maintenant surtout. C'est non seulement la disparition de la diarrhée, de la fatigue, etc., mais on va vérifier pour voir vraiment tout est cicatrisé. Parce que c'est une maladie vraiment totalement cicatrisée avec disparition des ulcères qui nous prémunit contre éventuellement une cancérisation. Ok, alors on en arrive maintenant aux polypes diverticulites. Diverticule, polype, on va déjà faire la différence entre les deux. Alors, je vais reprendre un petit dessin pour aider Frédéric. Hein. Voilà. Donc, en fait, je vous avais parlé des muscles du côlon hein, qui font avancer les déchets, bien sûr. Ces muscles sont les plus spastiques, les plus vigoureux ici dans le tournant, dans le sigmoïde. Et c'est comme une chambre à air de vélo. Qu'est-ce que ça produit? Des petites soufflettes, des diverticules. Après 50 ans, une personne sur trois a des diverticules. C'est extrêmement fréquent. Par contre, c'est rare quand ça s'infecte. Qu'est-ce qui se passe en fait quand ça s'infecte? En fait, vous devez savoir que le côlon fabrique du mucus pour faire glisser les selles. J'agrandis un diverticule ici. Vous avez votre diverticule. Vous avez un petit caca qui s'est plaqué dedans. Vous avez votre mucus qui est fabriqué ici, mais là aussi, ça s'infecte, ça perfore, et ça donne alors une diverticulite, une infection d'un diverticule. Et la caractéristique de ceci, c'est que ça se transmet, cette infection, souvent sur 10-15 cm, suite à une perforation d'un diverticule. C'est plus simple une appendice, hein, une appendicite. Hein. Vous avez une appendice ici, vous avez un petit caca qui vient se plaquer dedans, vous avez une appendicite, c'est pas compliqué, on opère, terminé. Là, c'est autre chose. C'est tout un segment du côlon qui est enflammé, infecté. Là, il faut des antibiotiques et un régime sans résidus, forcément, pour mettre l'intestin au repos. Ça, c'est une des deux pathologies dont va parler Frédéric. Maintenant, tant qu'à faire, je vais parler de l'autre complication qu'on voit clairement. Qui sont les polypes, alors? Qui sont les polypes. Alors, vous devez savoir ceci, c'est que, en fait, les cellules du côlon, c'est un peu comme la peau, ça desquame, ça meurt. Après quelques jours, ça meurt. Donc, il y a d'autres cellules qui les remplacent, qui se multiplient. Et tout à coup, vous avez une mutation qui se fait. Une seule cellule se multiplie un peu de trop. Et donc, vous avez un petit bouton qui devient plus gros, un petit bouton qui devient après un polype. Et à la faveur de quelques mutations supplémentaires, ce polype va cancériser en surface. Ça met du temps, ceci. Hein. Donc, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, un polype devient énorme et devient cancéreux. Mais quand même, c'est comme un petit champignon. Il pousse gentiment et à la faveur de quelques mutations, à la fin, ça devient un cancer, quoi. Et la question est de savoir, évidemment, comment faire pour détecter ça avant que ce ne soit symptomatique, avant que des signes surviennent. C'est tout le problème du dépistage.
Ok, on en parlera. Je crois que tu as une question sur le polype. Ça n'arrête pas. J'ai beaucoup de questions sur les polypes. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est héréditaire? Héréditaire ou Les pas? polypes, Une fois sur 5. Oui, Une fois exactement. sur Il y a un 5, parce facteur que de risque justement, j'ai familial. quelqu'un qui me dit on lui a enlevé des polypes en 93 et 10 ans plus tard. Et son gastro-entérologue lui a dit que ses enfants étaient à risque. Est-ce que c'est avéré du coup? Tout à fait. Oui. Absolument. Oui. Donc c'est important que ces enfants Bien sûr. fassent... Mais du coup, pas systématiquement, 20%. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller faire un dépistage du coup? Alors, écoutez, quand il y a des antécédents de polypes au premier degré, c'est-à-dire La un maman. père, une mère, dans certains cas, un enfant, ça peut Mhm. arriver, D'accord. frères et sœurs, tout le monde doit passer à une coloscopie, en tout cas à la cinquantaine, ou s'il y a eu cancer, 10 ans avant À que, 40. avant que le cancer Ah oui, soit survenu. c'est ça. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a eu un cancer du côlon à 40 ans, eh bien, ses frères, à 30 ans, doivent À faire une 30 ans, coloscopie. d'accord. Ouais. Ok. D'accord. Très bien. Et je pense que j'en avais... J'ai eu beaucoup de questions sur des personnes qui ont un côlon qui est très long, plus long apparemment que la normale. Ça existe, ça? Bien sûr. Oui, c'est ce qu'on appelle un dolichocolon. Donc, c'est un côlon qui, est, au lieu de faire 1m50, il fait peut-être 1m60, 1m80. Mais en général, ça ne porte pas. Il y a beaucoup de personnes qui focalisent sur la longueur du côlon. En fait, ce qui compte, c'est la motricité du côlon. Il y en a qui ont des côlons très courts et qui ne fonctionnent absolument pas, et d'autres des dolichocolons, et ils ont un transit parfaitement normal. Et du coup, cette personne-là qui a un côlon très long me dit qu'elle prend des probiotiques tous les jours. Elle peut, bien Elle sûr. peut. Oui, Donc c'est pas bien un sûr. problème. Je perçois bien que Frédéric ne fait pas les coloscopies, parce que, évidemment, ça n'ennuie pas trop, mais je peux vous dire qu'un côlon très long, c'est parfois très fastidieux à examiner. C'est fastidieux pour examiner, exactement. Donc, il y a des longs coloscopes d'ailleurs. Donc, le bon cabinet médical de gastro-entérologie aura quelques longs spécimens, n'est-ce pas, pour les cas difficiles. Pour les cas difficiles. Mais parfois, on rame dans un côlon. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Voilà, oui. Alors, je ne sais pas si tu as une autre Ben, question, Eva, j'en ai mais encore parce une que dernière, sinon- après je vous laisse. Mais c'est par rapport à la maladie de Crohn. À quand une réelle avancée niveau traitement et une connaissance de la pathologie plus approfondie? Je trouve que c'est déjà pas mal ce qui se passe maintenant. Voilà. Oui. Donc, les Comme on a vu cette chirurgiens, personne qui est ils sont tout concernée, je malheureux. pense. Les Ça chirurgiens sera sont tout entassé. malheureux. Ils opèrent quasi plus. Allez voir un Voilà. bon Oui, la gastro-entérologue, maladie de on peut Crohn, peut-être dire. l'indication opératoire est devenue extrêmement rare, puisque maintenant les traitements médicaux conservateurs ont pris le dessus, et tant mieux pour les patients. Donc il y a des belles avancées. Donc les molécules évoluent en permanence. À mon avis, la personne Donc, n'était du coup pas au courant et Alors, maintenant elle l'est, mais donc tant oui. mieux. Il y avait avant donc des personnes qui avaient des maladies de Crohn et tous les 3-4 ans, il fallait enlever un morceau. Et donc, un côlon, le petit intestin, la maladie de Crohn se met souvent sous la fin du petit intestin, donc on enlève 30 cm, et puis alors après, quelques années après, on revient, pouf, 30 cm. Et vous avez eu, mais ça, c'est la génération qui nous précédait, des gens avec des intestins courts. C'était une catastrophe. Ils n'avaient plus que 40, 50, 60 cm de petit intestin parce que tout avait été coupé. Les maladies de Crohn, c'était avant effrayant. Maintenant, il y a des traitements qui marche très très bien. Bah, du coup, il ne faut surtout pas désespérer. Elle va être assurée du coup grâce à vous. Alors, on a eu, et c'est vraiment des magnifiques petits dessins, Albert. Mais maintenant, on va avoir avec Frédéric les vrais, puisqu'on a eu la chance d'aller en salle d'opération. Oui. Donc, on va voir. Donc, peut-être juste planter le décor. Avant qu'on ne voit le petit film, c'était une diverticulite, c'est ça? Oui, donc c'était une patiente qui avait eu, donc il y a des indications opératoires pour les diverticulites. Avant, toute personne qui avait un épisode allait à la chirurgie, clairement c'était excessif. Maintenant, on attend le 3e, voire 4e épisode, documenté, compliqué ou non d'abcès ou autre, pour se dire qu'on va vers une chirurgie. Et aussi, on regarde aussi l'intervalle entre les crises. Il y a des personnes qui ont une poussée tous les 10 ans. Là, on freine au maximum pour la chirurgie. Par contre, si c'est une poussée tous les ans qui s'accélère avec des symptômes qui restent en permanence, même entre les poussées, alors on préconise l'intervention. Alors, on va commencer à voir les images. Et donc ici, c'était une dame de plus de 50 ans, c'est ça? C'est ça. Qui avait en fait une diverticulite sténosante. Donc, à force des inflammations répétées sur le côlon, eh bien, on a ce qu'on appelle un rétrécissement. Donc, il y a de la fibrose qui s'installe dans la paroi du côlon. Ça, c'est dû aux micro-inflammations des diverticules, qui fait que chez cette dame, en l'occurrence, son transit était extrêmement compliqué, puisqu'il n'y avait quasi plus rien qui savait passer au sein de ce secteur qui faisait à peu près 20 cm, en effet, sur le sigmoïde
là où Albert vous avait décrit les diverticules. C'est bien, là, on a vraiment les deux aujourd'hui. Et donc, alors là, oui. Là, on fait de la chirurgie mini-invasive, hein, donc c'est par laparoscopie, hein, donc maintenant c'est le standard. Hein. Vous dites mini-invasive, mais on voit quand même qu'on met un... Oui, voilà, exactement. Mais comparé à avant, on se retrouvait avec une ouverture de haut en bas, voilà, avec des drains partout, des sondes, on devait rester à jeun pendant 3-4 jours. Ici, maintenant, tout va plus vite, donc c'est-à-dire que on récupère mieux et plus vite également, le jour même de l'opération. Donc même après avoir retiré un secteur du côlon, la patiente, le soir, était au fauteuil en train de manger. Donc voilà. Ce qu'on voit là, c'est une autorisation des vaisseaux ou c'est... Oui, c'est ça. Donc on utilise... Là, on prépare en fait. Hein. C'est ça. Donc on prépare, on met les trocars avec la caméra. Hein, et donc il y a différents instruments de travail. On travaille avec une énergie, donc là on voit la fumée d'ailleurs, ce sont des instruments qui coupent et qui cautérisent en même temps. Et donc ça peut couper les vaisseaux, ça peut couper les structures. Et donc il faut toujours faire gaffe, faire très attention à la diffusion thermique sur les organes aux alentours, notamment l'urtère. Et donc ça permet, là on voit, de ce qu'on peut en voir, c'est tout le secteur malade qui a été mobilisé. Et puis alors, par une mini-incision juste au-dessus du pubis, on va sortir le côlon que voici. Et alors, on prépare la partie qu'on va garder, bien évidemment, pour pouvoir remettre en continuité, donc c'est-à-dire remettre en rapport, raccorder le secteur d'amont et le secteur d'aval. 25 cm, c'est ça? À peu près, voilà. Donc là, on retire tout le secteur malade. L'important, c'est de se remettre en zone saine en amont et en aval, de retirer la charnière recto-sigmoïdienne, qui est une zone d'hyperpression entre le sigmoïde et le rectum, qui a souvent créé d'ailleurs les diverticules par hyperpression des selles dans le côlon. Et donc avec ça, les taux de récidive sont quasi nuls. Hein. Donc c'est moins d'une personne sur 20 000 dans la littérature. Donc on peut dire qu'après cette chirurgie, si elle est faite correctement, les taux de récidive, on abandonne, on oublie, même s'il y a des diverticules qui remontent des fois jusqu'au côlon droit. On ne va pas retirer tout le côlon pour autant, on retire vraiment le secteur qui était responsable des inflammations à répétition. Et après, voilà, donc ça c'est l'examen de la pièce opératoire, donc ça c'est le côlon avec la graisse aux alentours et les vaisseaux qui cheminent dedans. Et donc ceci mime une tumeur également. Une tumeur du côlon, quand on l'opère, elle a exactement le même aspect. Hein. Donc, mais ceci est envoyé en anatomopathologie, donc ils vont analyser la pièce pour être sûr qu'un train n'en cache pas un autre. Mais ici, en l'occurrence, elle avait eu une colonoscopie qui était rassurante. 25 cm, pas de conséquences, parce qu'on a plusieurs mètres d'intestin, on est bien d'accord, mais le côlon, c'est quand même la partie, c'est 1 mètre, 1,50 m, vous avez dit. Pas de conséquences. Peut-être pour aller à celle après, il y a peut-être une plus grande possibilité. On ne touche pas au rectum, à l'ampoule rectale, donc qui est la partie terminale du côlon, sur 15 cm environ, qui retient les selles, donc qui est la partie la plus large. Normalement, il n'y a pas ici, elle n'aura aucune modification de transit. Par contre, en effet, pour des tumeurs qui descendent plus bas sur le rectum, on refait alors des réservoirs en J qui permettent de mimer l'anatomie initiale du rectum. Et ça, c'est technique. Voilà. On doit se refaire un petit microbiote quand même quand on a subi une opération comme ça, non? Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Souvent, c'est vrai qu'on préconise, après le retour à domicile, une semaine de probiotiques pour régénérer une bonne flore intestinale. Voilà, super intéressant. On va peut-être parler quand même aussi du dépistage parce qu'on a parlé de différents stades et puis après il y a le cancer effectivement aussi. Donc c'est quand même important aussi le dépistage. Oui. Alors, il y a deux manières de dépister. Par définition, le dépistage, c'est quoi? C'est de chercher des polypes. Je vous ai dessiné les polypes là, avant qu'ils ne soient symptomatiques, c'est-à-dire chez la personne qui est saine, qui n'a aucune plainte particulière. Comment faire? Alors, en région wallonne et en région bruxelloise, c'est le dépistage par recherche de sang dans les selles. En fait, vous devez savoir ceci, c'est que ces petits polypes que je vous ai dessinés là, eh bien, c'est friable. C'est friable et les selles... Donc voilà, j'en dessine un ici, voilà, c'est de la chair, contrairement aux diverticules où c'est de l'air. Ça doit être enlevé parce que ça peut devenir plus gros et cancéreux. Eh bien, c'est friable ceci. Donc quand les selles passent, ça frotte et de manière imperceptible, il y a des traces de sang qui se mêlent aux selles. Et donc une manière pas invasive du tout de réaliser un dépistage, c'est ce qui est prévu par la communauté Wallonie-Bruxelles, c'est de tous les 2 ans analyser les selles pour voir s'il y a des traces de sang dedans. Attention, c'est un test qui est un test de masse.
C'est-à-dire si vous avez un patient qui va dire à son médecin traitant, mon voisin, là, il a 50 ans comme moi, il a un cancer, qu'est-ce que je dois faire pour être certain de ne pas en avoir? Le dépistage de masse n'est pas de mise. La seule manière d'être sûr de rien avoir, c'est de faire une coloscopie. Okay. Et donc, le dépistage de masse par recherche de sang dans les selles, sur 100 polypes, ça va en détecter à peu près 35. Donc, c'est grossier comme test. Hein. Oui. Ça manque de sensibilité, c'est la raison pour laquelle on fait tous les 2 ans. De plus en plus, quand même, pour ceux qui ont envie de boire la fameuse mixture, l'alternative, c'est de faire une bonne coloscopie tous les 10 ans, entre 50 et 60 ans. Ce n'est pas un examen anodin, il peut y avoir des perforations, il peut y avoir des hémorragies, c'est vrai, mais l'un dans l'autre, bon, pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous, professionnels de la santé, qui sommes peut-être plus sensibilisés que d'autres à cela, bon, clairement, je vois pas mal de médecins qui souhaitent leur dépistage par coloscopie, entre 50 et 60 ans certainement, ou plutôt s'il y a des plaintes particulières, bien sûr. Hein. Donc la coloscopie est de mise lorsqu'il y a des signes d'alarme. Évidemment. Ça va ? La coloscopie a fait d'énormes progrès. Donc, en fait, ce genre de polype, ça s'enlève très facilement. Donc voilà, je dessine votre polype. Il a une forme de champignon. Eh bien, en quoi ça consiste? Lorsqu'on fait l'examen, on met un petit fil métallique autour du pied du polype, qu'on serre comme un nœud de cravate. On envoie du courant de cautérisation. Bzzz, ça coupe le polype. Il est récupéré pour analyse. Et après ça, bon, en fonction de la grosseur du polype, du type de polype qui va être analysé, on préconise un contrôle soit à 3, soit à 5, soit plus souvent à 10 ans. Un petit mot quand même aussi, on fait trop de coloscopies de contrôle. Les dernières études ont montré ici qu'une coloscopie tous les 5 ans, même quand on a des polypes, c'est trop. Lorsque l'examen est bien réalisé, on peut vraiment pousser jusqu'à 7 ans et demi à 10 ans. Et c'est important parce qu'on a quand même des moyens limités. Vous avez remarqué que maintenant, pour avoir parfois un examen de dépistage du cancer du côlon, une coloscopie, il faut attendre 4 à 6 mois. C'est encore pire dans les Ardennes, c'est terrible. Il y a des centres qui sont vraiment dépourvus de gastroentérologues. Et donc, il vaut mieux faire moins de coloscopies chez des personnes qui n'en ont pas besoin. Escient. Mais de préférence, le faire en première attention autour de la cinquantaine et chez les gens qui ont des plaintes, quoi. Alors, un petit mot sur le dépistage. C'est vrai que malheureusement, on a constaté en Wallonie que l'adhérence aux tests de dépistage est très faible. Donc, c'est à peine 20%, je pense. Ça augmente, c'est au-dessous de 30, les derniers... 30%, oui. Voilà. Par rapport à la Flandre, où ils suivent nettement mieux. Ici, le nombre de personnes qui nous disent, ben voilà, moi j'ai reçu mon test, mais c'est vrai que je l'ai jeté. Voilà, c'est un peu dommage. Et donc, ici à Saint-Luc, notamment, on fait chaque année une campagne de dépistage pour le cancer du côlon. Donc ici, c'est... Ça commence demain ? Ça commence demain, exactement. Pendant 3 jours, il y a un stand à l'accueil, il y a un côlon géant dans lequel vous pouvez vous promener et voir justement le schéma d'Albert, mais en 3D. Voilà, donc vous vous promenez dans le côlon et vous voyez l'évolution d'un polype vers le cancer et d'autres pathologies également. Et il y a aussi un casque virtuel qui vous permet de vous promener en 3 dimensions dans le côlon. Donc ça peut être intéressant. Alors, pour le dépistage, bon voilà, vous tapez Internet, dépistage, etc. Vous savez aller chercher ce test chez votre pharmacien, auprès de votre médecin traitant. Faites-le. Les Flamands ont évidemment une mentalité plus germanique. Hein, et donc, voilà. Ils sont plus dociles. On obéit. Oui, ben, je crois. On est plus latin, du WOM, enfin, c'est quand même que 35% de positivité, c'est quelque chose. Bon, voilà. Non, il faut le faire, bien entendu. Et puis, évidemment, ça sensibilise. Ce genre de campagne sensibilise, quoi. Hein, et donc, il faut vraiment être rigoureux. Alors, en tant que bon latin, on a franchement dépassé l'heure, là, d'émission. On se l'est permis parce que c'était vraiment une émission où il y avait beaucoup de choses à dire. Donc là, on a passé 1h10 d'émission. Mais voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Eva et Albert, Frédéric, avant qu'on clôture ? Eh bien, je dirais attention aux signes d'alarme. Je crois que dès que vous avez un saignement, il faut consulter. C'est sûr que ce sont des examens qui sont parfois un petit peu rébarbatifs. Hein, aller avec une caméra, aller parler de son derrière, son anus, etc. à un gastroentérologue. Bon, voilà, peine, hein. C'est pas drôle. Donc, je pense qu'il est de notre ressort en tant que gastroentérologue de rendre cette consultation la moins désagréable possible, de faire sans doute même un peu d'humour, parce que voilà, l'humour permet d'affronter beaucoup de gêne. Hein, et donc, moi, j'insiste, tout signe d'alarme, modification du transit, petite perte de sang, modification, voilà, il faut consulter, voilà, c'est capital. Et ça peut sauver des vies. Bien sûr. C'est ça qu'il faut retenir.
Et moi, je ne manquerai pas de répondre à toutes vos questions. Je vais les poser hors antenne et ne vous en faites pas, je vais répondre aux commentaires. Voilà, parce qu'il y a encore plein de questions. En tout cas, merci Eva pour m'avoir accompagnée. Un grand merci, Avec plaisir. docteur Bourgeois, docteur Pierrard, et de nous avoir aussi permis d'aller en salle d'opération. Ouais, D'ailleurs, grand j'en plaisir. profite pour dire à tous vos confrères, consoeurs, qu'on est toujours preneurs aussi pour venir en salle d'opération quand c'est possible. Ce ne sera pas nécessairement le cas du prochain thème. Donc le mois prochain, on va parler de migraine et peut-être autres problèmes neurologiques, mais on va beaucoup focaliser sur la migraine parce que finalement, c'est quelque chose, on s'est rendu compte aussi, qui concernait beaucoup de personnes. Et bien voilà. Microbiote et migraine. Hein. Voilà. Aussi, exactement. Voilà. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe. Et on se dit au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.